Malheureusement, ce rêve s'est interrompu un jour où mon père, à l'âge de 36 ans, a été assassiné et ma mère, était âgée de 21 ans, se retrouve veuve. Lorsque nous allons dans les conférences, les tables, les appels, les photos, elles sont à 90% masculines, pour ne pas dire autre chose. La femme africaine est autonome depuis longtemps. Mais de quelle autonomie parlons-nous? L'autonomie, c'est 5 piliers. Avant la colonisation, la femme africaine avait une place puissante. Donc vous savez bien que les femmes africaines ne faisaient pas que soutenir, elles dirigeaient. C'est bien. Merci pour la parole. Déjà, bienvenue à tous et merci à tous ceux qui ont fait le déplacement, notamment celles qui sont venues de très loin, Kumba Gaulo, Maman Denise, que j'appelle affectueusement ici, mais Madame Nadine. Et merci à Madame Kaïdogbe pour l'organisation et pour l'invitation. Et bravo à nos éminents intervenants de cette matinée qui nous ont édifiés et formés sur les différents sujets que nous avons abordés. Alors, je vais parler d'un sujet qui me parle et qui me touche parce que mon père avait un rêve pour moi. Il était le 2e agrégé de la faculté de mathématiques du Sénégal en son temps. Et l'Institut de recherche de mathématiques porte son nom aujourd'hui. Il avait rêvé d'avoir une fille éduquée, il avait rêvé d'avoir une fille indépendante, autonome, il avait rêvé que son seul enfant puisse être une femme qui ne tende pas la main. Malheureusement, ce rêve s'est interrompu un jour où mon père, à l'âge de 36 ans, a été assassiné et ma mère, était âgée de 21 ans, se retrouve veuve. C'est alors qu'il faut trouver des moyens pour subvenir à ses besoins, pour survivre et surtout pour qu'elle porte le rêve de mon père et qu'elle en fasse une réalité. Que fallait-il qu'elle fasse à cet âge si jeune? Heureusement que mon père étant un universitaire, malgré leurs différences d'âge, ma mère s'est mariée à 16 ans, je suis née lorsqu'elle avait 17 ans, et donc elle était veuve à l'âge de 21 ans, avait insisté pour qu'elle suive ses études. Il lui donnait des cours de maths, il a tout fait pour qu'elle passe son baccalauréat et qu'elle puisse avoir une scolarité normale. Donc, il a œuvré pour qu'elle puisse avoir des instruments et des outils qui lui permettront et qui lui ont permis que je sois assise aujourd'hui avec vous. Donc, quand je parle d'autonomisation de femmes ou d'histoire de l'autonomisation de la femme, notamment, je vais me concentrer sur l'Afrique francophone, je parle des histoires de nombreuses de nos mères, de nos tantes, de nos sœurs, qui, contraintes, soit par veuvage, soit par divorce, ont dû subvenir elles-mêmes aux besoins de leur famille et s'assurer que leurs enfants puissent suivre les scolarités normales. Je veux emprunter une citation à Kofi Annan qui dit « Il n'y a pas d'outil de développement plus efficace que l'autonomisation des femmes ». Peut-on consciemment développer une société lorsque la moitié de la population n'est pas impliquée dans le développement économique, n'est pas impliquée dans la production, n'est pas impliquée dans la construction, n'est pas impliquée dans les activités diverses de la société? Je pense que nous avons les réponses. Les situations économiques de nos pays en disent long. Lorsque nous allons dans les conférences, les tables, les appels, les photos, elles sont à 90% masculines, pour ne pas dire autre chose. Donc vous savez très bien que pour que l'Afrique change, il faut que les choses changent en profondeur. Je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire d'une dame de 70 ans qui, dans son village au Togo, cultive ses fruits, ses légumes. Chaque jour, elle va sur un marché, elle vend, elle revient, elle garde une partie du produit de la vente pour elle, elle partage certains produits aux jeunes femmes de sa famille et elle subsiste à ses besoins ainsi et s'occupe de la famille. Elle grandit au fur et à mesure, après avoir vendu des fruits et légumes, lorsque des personnes ont commencé à faire des constructions modernes dans le village, elle a été interpellée afin de pouvoir faire de la cuisine pour les ouvriers. C'est ainsi qu'elle a commencé à faire de la cuisine, comme beaucoup de nos mamans le font, vous les voyez sur le bord de la route préparés. Elle s'est rendue compte qu'elle gagnait de l'argent.
progressivement, elle a ouvert un petit restaurant qui permettait aux personnes de passage sur la route de se restaurer de façon convenable. Elle a pris une grande réputation, les gens ont commencé à la connaître et sa gargote est devenue un restaurant. Elle a pu ainsi scolariser ses enfants, scolariser ses nièces, ses neveux. Elle a pu donner une chance à ses filles qui se voyaient contraintes de se marier pour exister, de se marier pour subsister à leurs besoins. Et lorsqu'un jour, une ONG est venue dans son village pour dire qu'elles allaient faire une formation en leadership, en autonomisation, en développement, elle a dit, mais tout ce que vous dites, c'est ce que moi je fais depuis toujours. Je l'ai toujours fait. Je n'ai pas attendu d'être formée pour le faire. Ceci pour vous dire que la femme africaine est autonome depuis longtemps. Mais de quelle autonomie parlons-nous? L'autonomie, c'est 5 piliers. La conscience de notre propre valeur en tant que personne humaine, telle que le docteur l'a rappelé ce matin, tout à l'heure, parlons des droits. C'est la capacité, le droit d'avoir accès aux chances et aux ressources. Le droit de disposer du pouvoir de contrôler notre vie et notre corps, aussi bien au sein du foyer qu'en dehors du foyer. C'est la capacité à influencer la direction du changement social de manière à créer un ordre économique plus juste et social plus juste, aussi bien à l'échelle nationale et internationale, comme le font de nombreuses femmes dans cette salle, à travers leur art, que ce soit la musique, les médias, que ce soit leur poste, que ce soit des entrepreneurs comme nos sœurs qui sont dans la salle. Mais je voudrais vous rappeler une chose, et je le dis très souvent, avant la colonisation, la femme africaine avait une place puissante. Elle avait une place importante au sein de la société. Et je me réfère très souvent à la charte du Kurukan Fugar, le temps de Soundiata Keita, qui est l'ancêtre, n'est-ce pas, professeur, de la charte des droits de l'homme. Moi, je ne prends que ce qui m'intéresse, c'est que les femmes avaient autant de sièges au Conseil que les hommes. Mais que s'est-il donc passé? Nous avions des pouvoirs équilibrés. Chez les Akans, il y a les reines-mères, qu'on appelle Ohema, qui conseillaient les rois et nommaient les successeurs. En Pays Baoulé, en Côte d'Ivoire, d'où je suis arrivée ce matin, nous avons été grandis avec l'histoire de la reine Pokou. Baoulé veut dire l'enfant est mort. Elle a sacrifié son enfant pour que son peuple puisse passer. Baoulé, la reine Pokou. Chez les Yoruba, il y a les Yalodé qui siégeaient au conseil politique. On les appelle les Oba Obirin, ou les reines des femmes. Ce sont des femmes qui avaient droit de parole lors des conseils aussi, au même titre que les hommes. Elles influençaient le choix des rois, des Alafines chez les Yoruba. Donc vous savez bien que les femmes africaines ne faisaient pas que soutenir, elles dirigeaient. Et il y a d'autres noms. Je vais parler des femmes symboles de pouvoir. Qui ne connaît pas l'histoire de Yaa Asantewaa, qui, à la fin du 19e siècle, du 19e siècle, a combattu les colons britanniques. Pas loin de chez nous, de chez nous au Togo, je suis au Togo, donc je suis chez moi. Donc je peux dire, pas loin de chez nous au Togo, il y a Tassiangbe, n'est-ce pas, dont la statue trône au milieu de Botonou, qui est celle dont on parle le plus parmi les Agodje, les Amazones, ces guerrières mythiques qui défraient la chronique. Je peux aller encore longtemps parler. Kumba a parlé ce matin des femmes de Nder. Il y a les femmes de Bassam qui ont marché. Il y a toutes ces femmes dans l'histoire. Il y a Amina de Zaria, Jinga Banda d'Angola. Il y a toujours eu dans nos histoires et dans notre histoire
des femmes qui se sont levées. Quand on parle du Togo, on parle de Nana Benz. Ces femmes qui donnaient leur véhicule au chef de l'État. Ces femmes dont on parle encore aujourd'hui et qui sont les descendantes de ces commerçantes du marché. Que s'est-il donc passé? Que s'est-il donc passé pour que ce fil rouge du développement, de l'autonomisation de la femme africaine soit coupé? Tout simplement, la colonisation a changé les choses. Le Code Napoléon a placé les femmes sous la tutelle des hommes. Et oui, ce n'est pas nous, nous avons emprunté ce patriarcat occidental, nous l'avons emprunté. Et comme on sait emprunter et faire plus que les autres, nous l'avons amplifié, je dirais. Les femmes, en 1930, il y avait moins d'un 1% de filles africaines dans les écoles en Afrique francophone, contre 9% des garçons. Ce sont des références de l'UNESCO. Les femmes ont alors été confinées à l'économie domestique, effacées des sphères de décision, marginalisées dans l'histoire. Combien de vous connaissent ces noms dont je vous parle? Si je vous dis Taitu Bitu, ça vous dit qui est lui? Non, parce que l'histoire des femmes, on n'en parle point. Les héros ne sont jamais des héroïnes, ce sont des hommes. Connaissez-vous Funmilayo Ransome Kuti, la mère de notre chanteur préféré, de mon chanteur préféré, Fela Nicolas Kuti, militante infatigable qui a été tuée par les militaires, défenestrée. Aujourd'hui, nous avons un combat à mener entre héritage, entre rupture et renouveau. Parce qu'en Afrique francophone, aujourd'hui encore, selon l'UNICEF, en 2023, une fille sur 3 abandonne l'école avant 16 ans. Parce que souvent on dit, s'il n'y a pas de moyens dans la famille, la fille peut rester à la maison, le garçon va aller à l'école. Ou alors, le salut de la fille passe par un mariage forcé. Les femmes représentent 70% de la main-d'œuvre agricole, mais possèdent moins de 20% des terres, selon les statistiques de la BAD. Si je vous pose la question, pouvez-vous me donner le nom d'une, de 2, de 3, de 4 ou de 10 femmes chefs d'État en Afrique? Avez-vous des noms à me donner? Aujourd'hui, je ne parle pas dans le passé, je parle d'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, le 8 août 2025. Il y en a 3 sur 54. Il y a Samia Suluhu en Tanzanie, il y a Sall Work Zewde en Éthiopie, et il y a la présidente de Namibie. Ce sont les 3 présidentes, les 3 femmes assises aux tables de décision qui peuvent influencer positivement le destin de nos sœurs. De même, les femmes au conseil d'administration, combien sont-elles aujourd'hui? Très peu. Mais il y a aujourd'hui une nouvelle génération de femmes qui émergent. Des femmes entrepreneurs, des femmes présidentes d'ONG, des femmes qui créent des emplois, des femmes qui, à la tête d'organisations internationales, des femmes qui s'imposent en tant que mères, mentors, influenceuses. Et je crois profondément que l'autonomisation doit être réinventée et redéfinie à partir de nos racines, de notre réalité. Pour moi, ce n'est pas imiter des modèles, c'est retrouver notre modèle tel qu'il existait. C'est retrouver la voie des Zagoje, je dirais. Retrouver la sagesse des reines-mères. C'est retrouver la force des femmes de Nder, des femmes de Bassam, des femmes qui ont combattu avec les armes, des fois, comme les Candace de Couche, ou avec leur voix. Il faut, pour cela, selon moi, bien sûr, valoriser l'économie informelle comme levier de développement. On a, en Afrique francophone, la plus grande proportion de femmes entrepreneurs au monde. Mais dans cette proportion, 97% de ces femmes sont des femmes
qui sont dans l'informel. Si nous valorisons l'économie informelle, à ce moment-là, nous valorisons l'autonomisation de nos sœurs. Nous devons redonner du sens au rituel féminin de transmission. Nous avons des rituels traditionnels qui existent dans nos cultures diverses. Il y a au Congo ce qu'on appelle, Congo-Brazzaville, le Chikumbi, qui est passé de mère en fille. C'est une initiation femme qui leur donne un certain pouvoir. En fait, c'est du développement personnel à l'africain. Il est temps que dans les livres d'histoire, les héroïnes reprennent leur place et que leur nom soit écrit à côté de ceux des hommes. On connaît Joseph Kizermo, mais parle-t-on de sa femme et du rôle qu'elle a eu dans le combat pour l'indépendance de la Haute-Volta en son temps? Il faut créer des espaces où la femme n'est plus invitée, mais elle est chez elle. Créer des tables, nos propres tables de pouvoir et de savoir. L'autonomisation des femmes, ce n'est pas une faveur, ce n'est pas une mode, c'est un droit. Et c'est un devoir pour chacun de nous d'œuvrer afin qu'elle soit réelle. Autonomiser une femme, ce n'est pas lui tendre la main, c'est lui rappeler qu'elle a toujours été debout et que sa place, c'est d'être une actrice du développement au même titre que tous. Que même si elle a sa petite table devant la porte de la maison à vendre des beignets, c'est cette petite table-là qui permet d'envoyer ses enfants à l'école et de créer les grandes personnalités que nous sommes aujourd'hui dans cette salle. Merci.